Alors bonjour à tout le monde et bienvenue à la quatrième vidéo de cette série consacrée à la mécanique analytique. Moi c'est Martin Rémy et bienvenue sur la chaîne Simple, Logique, Explicable. Aujourd'hui nous allons aborder un concept clé de la mécanique analytique qui est le formalisme lagrangien. Nous allons voir dans cette petite vidéo les différentes formes des équations de Lagrange qui vont nous permettre de déterminer les équations du mouvement d'un système dont le repérage dépendra d'un ou de plusieurs paramètres indépendants. Alors, pour commencer, le formalisme lagrangien se base sur une entité physique. Bon, on va prendre déjà, on va changer notre curseur, on va prendre... Donc, le formalisme lagrangien se base sur une fonction qui est appelée lagrangien, qui n'est rien d'autre que T moins U. Autrement dit, l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Donc ici, on a L qui dépend de QI, QI point du temps. Car T dépend forcément de QI point, et bon, oui, de QI point, de QI et du temps, et U, tant que lui dépend de QI et du temps. Donc, maintenant, pour les différentes formes des équations de Lagrange, la forme 1 revient à utiliser uniquement l'énergie cinétique. On va démontrer cela, mais il faut déjà au préalable savoir où on veut arriver. Donc, ce qu'on va essayer de démontrer, on va essayer de démontrer la forme 1 de l'équation de Lagrange, c'est-à-dire la dérivée par rapport au temps de la dérivée partielle de t par rapport à QI point moins dérivée partielle de t par rapport à QI égale à FQI. FQI ici, on se rappelle, c'était simplement la force généralisée. On se rappelle que FQI, c'était la somme sur K allant de 1 à N, la dérivée partielle de MK par rapport à QI. On avait FK scalaire ceci, FK dérivée partielle de MK par rapport à QI. Donc, on connaît l'expression de l'énergie cinétique, on ne va pas utiliser toute son expression telle qu'on a vu sur la troisième vidéo, on va juste prendre le fait que T, c'est encore la somme sur K allant de 1 à N, de 1 demi de MK VK carré. Lorsqu'on va dériver, on va d'abord déterminer ça. Dérivée de T par rapport à QI point revient à dériver par rapport à QI point la somme sur K allant de 1 à N de 1 demi de MK VK carré. Or ceci, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne effectivement somme sur K allant de 1 à N. On se rappelle que pour dériver U puissance N, ceci n'est rien d'autre que N, U prime, U puissance N moins 1. Du coup, ici, j'aurai le 2 qui va multiplier le 1 demi, ce qui me fait 1. Je dirais donc ici MK qui va multiplier quoi? U prime, qui est la dérivée de VK par rapport à QI point, scalaire VK, tout simplement. Donc voilà ce que la dérivée de T par rapport à QI1 me donne. Maintenant, cette expression, vu que je vais, ça c'est la dérivée de T par rapport à QI, je veux par rapport à QI point, si je veux transformer cette expression pour l'amener en fonction des QI et faire une sommation après par rapport à QI. Comme je peux le voir ici, j'aurai à manipuler des dérivés par rapport à QI parce que c'est là où effectivement je veux arriver. Alors, je me rappelle simplement de l'expression de VK. Que vaut VK? VK, c'est encore DMK sur DT. Or, DMK, on connaît son expression, c'est ce qui nous a permis d'avoir en fait
la somme sur I allant de 1 à S, dérivée partielle de MK par rapport à QI point, plus la dérivée partielle de MK par rapport au temps. Tout comme on peut faire varier le compteur, on met J allant de 1 à S, dérivée de MK par rapport à QJ. Ici, j'aurai QJ point, plus la dérivée de MK par rapport au temps. Maintenant, essayons de dériver VK par rapport à QI point. Ça tombe bien, on a utilisé le compteur J. Du coup, j'ai dérivé de VK par rapport à QI point, qui sera quoi? J'aurai simplement ici la somme sur J allant de 1 à S de la dérivée par rapport à QI point de dérivée partielle de MK par rapport à QJ point, le tout QJ, par rapport à QJ, le tout QJ point, plus la dérivée par rapport à QI point, la dérivée de MK par rapport au temps. Maintenant, ici, qu'est-ce que ça me fait? Donc ici, je vois bien que j'aurai U, c'est comme un produit UV que je cherche à dériver. J'aurai U'V plus V'U. Donc je vais dériver ça par rapport à QI point, puis dériver ça par rapport à QI point, ainsi de suite. Donc je dérive d'abord le premier, je multiplie par ceci, puis je dérive ça par la dérivée du deuxième, ainsi de suite. Alors, je peux me rendre directement compte que la dérivée de MK par rapport à QJ ne va pas dépendre de QI point parce que MK est un MK de Q1 à QS. Donc MK ne dépend que des QI en fait, ou du moins des QJ. Du coup, on ne peut pas dériver MK par rapport à QI point, ce sera nul. Donc ceci ne va pas influencer la dérivée. On aura simplement une sommation sur J allant de 1 à S de la dérivée. Bon, on peut se passer de ceci. On aura dérivée partielle de MK par rapport à QJ, dérivée de QJ point par rapport à QI point. Plus maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement permuter. Donc, vous voyez la dérivée par rapport au temps. On va la faire sortir parce que MK, bon, on sait qu'il dépend de T également. Ça veut dire que pour dériver, on peut permuter. C'est comme en fait, on prend une fonction qui dépend de X et Y. On sait que U, X, Y, dérivé de U par rapport à X par rapport à Y, dérivé carré de U par rapport à X par rapport à Y est encore égal à U, YX. Donc c'est ce qu'on va faire simplement. On va d'abord mettre la dérivée par rapport au temps. Et mettre maintenant la dérivée de MK par rapport à QI point. Bon, on sait déjà initialement que MK ne dépend pas de QI point, donc ceci c'est juste pour vous montrer que ce terme-ci va s'annuler parce que lorsqu'on va faire basculer la dérivée temporelle de la dérivée spatiale, des dérivées spatiales, bien que ce soit par rapport à QI point, on va se rendre compte qu'on va tomber avec dérivée de MK par rapport à QI point. Or, dérivée de MK par rapport à QI point, c'est tout simplement le vecteur nul car MK ne dépend que des QI et non des QI point. Donc, ce terme-ci, il va simplement s'annuler. Donc, on va rester uniquement avec ça. Maintenant, ce terme que vous voyez là, dérivé de QJ point par rapport à QI, n'est rien d'autre qu'un terme mécanique. Bon, en algèbre tensorielle, on l'appelle le terme de Kronecker. Donc, on aura Kronecker de IJ, qu'on va noter simplement dérivé de QJ point par rapport à QI. On va noter ceci, dérivé de QJ point par rapport à QI point, qui sera simplement égal à 1 si I égale à J. Vous voyez qu'on aurait eu
si J est égal à I, on allait avoir QI point sur QI point qui nous donnait 1 directement, et 0 dans le cas contraire. Donc sinon. Donc voilà ce qu'on a. Si, non. Ok. Maintenant, vous voyez que pour tout I différent de J, on a 0, ce qui veut dire que ça ne va pas nous intéresser. Mais lorsque I sera égal à J, on aura 1. Et si I est égal à J, alors cette équation va devenir simplement dérivée partielle de MK, dérivée partielle de VK par rapport à QI point, qui sera simplement égal à quoi? On aura somme sur J, vous voyez, somme sur J de 1 à S, des dérivés de MK par rapport à QJ fois ceci. Mais comme on aura déjà entamé le fait que I est égal à J, alors ceci va nous faire 1 de ce côté et nous exclut une quelconque sommation parce que de l'autre côté, nous avons un terme qui ne dépend que de I. Comme I est égal à J, alors on aura une, je sais pas comment je vais dire ça, on aura une équivalence entre composantes de chaque côté. C'est pour ça que j'aurai directement dérivé de VK par rapport à QI point qui sera égal à dérivée de MK par rapport à QI. Et ceci, on va se servir de cette expression pour introduire la dérivée temporelle de ce terme-ci, qui est la dérivée partielle de t par rapport à QI point, qu'on a déjà déterminé en quelque sorte là, ici. Donc maintenant, allons sur la page suivante. Donc, pour continuer, on a vu dans la page précédente que la dérivée de t par rapport à QI point était égale à la somme sur K allant de 1 à N des MK dérivée de VK par rapport à QI point scalaire VK. Or, il a été aussi démontré à la page précédente que la dérivée partielle de VK par rapport à QI point sera simplement remplacée par dérivée partielle de MK par rapport à QI, ce qui nous simplifie les expressions. Donc, j'ai dérivé de T par rapport à QI point, qui sera simplement réécrit sous la forme somme des K allant de 1 à N, des MK, dérivée de MK maintenant, par rapport à QI, scalaire VK. Maintenant, j'ai cette expression, je vais la dériver par rapport au temps. Quand je vais dériver par rapport au temps, j'aurai t sur dt de la dérivée de t par rapport à QI point, qui sera égal, je fais ancrer ça dans la somme, j'aurai somme des k allant de 1 à n, des mk, bon je sais que les mk ils vont pas varier pour chaque point, j'aurai donc la dérivée par rapport au temps, de dérivée partielle de mk par rapport à QI, scalaire VK. Alors ceci c'est encore un produit, donc ça fait toujours du U'V plus V'U. Ceci me donne la somme sur K allant de 1 à N des MK que va multiplier, dérivée, donc que va multiplier, dérivée par rapport au temps de la dérivée partielle de MK par rapport à QI, le tout scalaire VK, plus la dérivée partielle de MK maintenant par rapport à QI, que va multiplier la dérivée par rapport au temps de VK. J'obtiens ceci. Ceci n'est rien d'autre que la somme sur K allant de 1 à N de la dérivée. Maintenant ici, qu'est-ce que j'ai? Dérivée de MK par rapport à QI, VK, et ici j'ai OK. Donc, je me retrouve avec, dans ce terme, je vais également faire le jeu que j'ai fait tout à l'heure. Je vais faire permuter la dérivée temporelle et la dérivée spatiale. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'aurai la dérivée par rapport à QI de la dérivée
mk par rapport au temps scalaire vk plus, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai la dérivée partielle de mk par rapport à qi fois dv sur dt. Donc, j'aurai dérivée de mk par rapport à qi. Je sais que vk, c'est la dérivée de mk par rapport au temps. Ça veut dire qu'ici, je peux me retrouver avec la dérivée carrée de mk par rapport à t carré. Donc, j'ai toujours, on va mettre une somme, on va mettre plus là, et on va mettre une somme sur k pour différencier déjà ceci, et on aura notre mk là. Donc, ceci, là, je vois bien que ce terme-ci, bah, c'est l'accélération, et j'ai mk fois l'accélération qui va me donner fk. Ça veut dire que ce terme-ci, en fait, n'est rien d'autre que f, somme sur k allant de 1 à n de fk qui est égal à mk, parce que c'est mk fois a qui me donne fk, va dériver de mk par rapport à qi. Donc ceci, on sait bien que c'est f qi. Maintenant ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai dérivé par rapport à qi. Bon, j'ai toujours laissé le mk. J'ai dérivé par rapport à qi et la dérivée de mk par rapport à de la dérivée de mk par rapport au temps scalaire vk. Ceci, c'est vk, tout simplement. Je me retrouve donc avec la dérivée par rapport à qi de vk scalaire vk. Donc, ce terme-ci, quant à lui, devient une sommation sur k de mk dérivée de vk par rapport à qi fois vk. Or, si je prends vk carré, si je dérive par rapport à qi, vk carré, ceci me donne 2 vk dérivé de vk par rapport à qi. Autrement dit, ceci, vk dérivé de vk par rapport à qi, scalaire vk, ceci c'est encore 1 demi de la dérivée par rapport à qi de vk carré. Donc je me retrouve donc avec ce terme-ci qui me donne quoi? Qui me donne la somme sur k allant de 1 à n de mk dérivé, donc j'ai 1 demi de mk dérivé de vk carré par rapport à qi, qui n'est rien d'autre que la somme sur k allant de 1 à n toujours, de la dérivée maintenant, dérivée par rapport à qi, c'est fait entrer tout ceci, de 1 demi de mk vk carré. Et vous voyez que ceci, c'est bien sûr tk. Et lorsque comme k, ça c'est une sommation sur k, je peux faire ancrer ceci, là, directement à cette place, et j'aurai une sommation sur k, des tk, qui ne sera rien d'autre que t. Donc au final, je me retrouverai avec une dérivée de t par rapport à qi. Donc, pour finir, je vais me retrouver avec une expression telle que dérivée. Bon, changeons ceci pour que ce soit plus visible. Je vais me retrouver avec ceci, avec ça. J'aurai dérivée par rapport au temps de la dérivée de t par rapport à qi point, qui sera égale à la dérivée de t par rapport à qi plus f qi, ce qui nous permettra d'avoir l'équation qui était bien déterminée, qui était bien désirée lorsqu'on va envoyer ces termes de l'autre côté. Donc, maintenant, je me retrouve bel et bien avec la première forme de l'équation de Lagrange qui est dérivée par rapport au temps de la dérivée de notre énergie cinétique par rapport à qi point moins dérivée, c'est i, moins dérivée de t par rapport à qi qui est simplement égal à f qi. Donc, cette équation est bel et bien vérifiée.
Et c'est celle-là qui va constituer la forme 1 des équations de Lagrange. Maintenant, pour les formes complémentaires, qu'est-ce qu'on pourra dire? Si notre système, donc on va revenir avec ici, si notre système, je ne sais pas si ça va bien se voir, mais bon, ok, prenons toujours le noir. On va dire que si notre système est comment? Est soumis à des forces potentielles, si notre système est soumis à des forces potentielles, si notre système est soumis à des forces potentielles, alors on pourra simplement écrire notre force généralisée FQI comme étant moins dérivée de U par rapport à QI. Et on sait que U, c'est un U qui dépend de QI et du temps. Ce qui va faire en sorte que j'aurai dérivé par rapport au temps de la dérivée de T par rapport à QI point moins dérivée de T par rapport à QI qui sera simplement égal à moins dérivée de U par rapport à QI. Donc j'aurai dérivé par rapport au temps de la dérivée de T par rapport à QI point moins dérivée de T par rapport à QI plus dérivée de U par rapport à QI qui sera égal à 0. Je rassemble maintenant tout ce qui est dérivé par rapport à QI. J'aurai la dérivée par rapport au temps de la dérivée de T par rapport à QI point moins dérivée par rapport à QI de quoi? J'aurai T qui est là. Et comme j'ai plus U de ce côté, avec ce moins, ce qui me fait moins U, qui sera simplement égal à 0. Et ceci, on sait bien que c'est le Lagrangien. Maintenant, comme U est un U de QIT, je peux écrire toute mon équation précédente uniquement en fonction de ma fonction de Lagrange. Donc, ceci voudra simplement dire que la dérivée de U par rapport à QI point sera simplement égale à 0. Donc, dérivée de T, ce qui veut dire que dérivée de T par rapport à QI point sera encore égal à dérivée de T moins U par rapport à QI point, ceci qui est L. Parce que U par rapport à QI, dérivée de U par rapport à QI point est nul. Donc, je peux au final écrire l'équation qui va constituer la deuxième forme de l'équation de Lagrange en fonction du Lagrangien qui est la fonction de Lagrange. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai simplement la dérivée par rapport au temps de la dérivée de mon Lagrangien par rapport à QI point moins dérivée de mon Lagrangien par rapport à QI qui sera simplement égal à 0. Donc ça, c'est la deuxième forme de l'équation de Lagrange que vous pouvez déterminer. Une fois que vous avez votre système, si vous parvenez à trouver le Lagrangien de votre système, qui est égal à l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle, qui peut être potentiel élastique, potentiel de pesanteur, si vous parvenez à trouver cette fonction, vous appliquez simplement ceci et vous avez l'équation du mouvement. Maintenant, voyons la dernière forme de l'équation de Lagrange, dont là nous avons obtenu d sur dt pour la deuxième forme dérivée de L par rapport à QI point, moins dérivée de L par rapport à QI, qui est égal à 0. Si maintenant notre système est maintenant soumis à des forces non potentielles, si notre système est soumis à des forces non potentielles, bon, on va dire qu'il est soumis à des forces non potentielles, donc il ne dérive pas d'un potentiel, alors l'équation de Lagrange prendra une autre forme, mais ce sera une forme vraiment quasiment pareille. J'aurai dérivé par rapport au temps de la dérivée de L par rapport à QI point, moins dérivée de L par rapport à QI, qui sera simplement égal à F'QI. F'QI étant la force généralisée non potentielle. Force généralisée non potentielle.
potentiel, qui lui, L, pardon, sera égal simplement à somme des k allant de 1 à n, de Fk, dérivée de Mk par rapport à Qi. Fk est la résultante des forces non potentielles appliquées à notre point matériel Mk. Donc, résultante des forces non potentielles qui agissent sur notre point matériel Mk. Maintenant, comme bonus également, quelque chose qui arrivera également dans plusieurs de vos exercices, si le système est soumis, si notre système est soumis à des forces de frottement, qui sont proportionnelles à la vitesse, donc proportionnelles à la vitesse, alors ceci c'est valable lorsqu'on aura la présence d'un amortisseur dans notre système mécanique. Ça veut dire que je peux avoir un truc comme ça, par exemple pas un pendule, je peux dire un oscillateur harmonique où j'ai un ressort accroché à une masse. Mais ceci, on voit que la force de frottement ici va dépendre uniquement de la position, ce sera proportionnel à la position, notamment en Kx. Mais si j'ajoute un amortisseur tel que celui-ci dans mon système, qui a une constante de dissipation, alors j'aurai une force de frottement qui sera proportionnelle à la vitesse. Et dans ce cas, l'amortisseur va venir avec une propriété qui lui est propre qu'on appelle fonction de dissipation. Et l'équation de Lagrange sera simplement donnée par dérivée par rapport au temps, la dérivée de L par rapport à QI point, moins dérivée de L par rapport à QI, qui sera égal à moins dérivée de ma fonction de dissipation par rapport à QI point. Et si jamais il y a des forces extérieures, j'aurai plus FE qui n'est rien d'autre que la résultante des forces extérieures qui sont admises sur mon système. Généralement, pour un oscillateur, qu'est-ce que je voulais dire? Généralement, pour un amortisseur tel que celui-ci, il sera dit linéaire, on aura simplement une fonction de dissipation qui sera égale à 1 demi de C fois QI point carré. Mais si c'est de façon générale, on aura une fonction de dissipation qui sera une somme sur I, une somme sur J de A et J, QI point, QJ point. Mais si vous travaillez en une seule dimension, par exemple là, le mouvement a lieu sur X, vous pouvez avoir D, la fonction de dissipation. Si la constante de dissipation c'est C, alors ma fonction de dissipation sera tout simplement 1 demi de C x point carré. Donc c'est ce que nous avons. Rappelez-vous juste que lorsque vous avez votre système mécanique, vous devez uniquement chercher dans quel cas vous vous trouvez. Est-ce que votre système est soumis à des forces potentielles, à des forces non potentielles, à des forces de frottement, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un amortisseur dans le système, pour savoir l'équation du mouvement, l'équation de Lagrange qu'il faut appliquer. Mais dans la plupart des cas, ce sera cette forme de l'équation. Donc ceci, c'est vraiment primordial. Et celle-ci également. Donc parfois, vous allez voir dans votre système, il y a vraiment présence d'un amortisseur. Donc vous allez utiliser la fonction de dissipation qui sera celle-ci. Vous utilisez bien la moins dérivée de D par rapport à QI point, plus les forces extérieures qui sont appliquées sur notre système. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Et j'espère que j'ai été assez précis. Si jamais il y a des questions, vous savez comment le faire, vous le posez en commentaire et on va essayer de revenir. Je vais essayer de vous répondre le plus rapidement en commentaire pour avoir le plus de clarté sur les notions qui ont été développées. Donc, sur ce, je vous dis, je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où on parlera du principe de moindre action et des applications dans ce principe. C'était Martin Rémy. Je tiens particulièrement à remercier une fois de plus le professeur Tchawa Clément qui m'a vraiment permis de bien comprendre cette notion de mécanique analytique, cette notion de mécanique analytique qui m'aide jusqu'à présent. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. C'était Martin Rémy.